Salut à tous, je suis Flavio de l'Estival et aujourd'hui je vais vous poser une simple question. Connaissez-vous toutes les épées en acier valérien du lore du Trône de Fer? Aussi présentes qu'importantes dans les livres que dans la série, les épées et autres lames faites d'acier valérien représentent un puissant symbole de pouvoir et de richesse au sein des grandes maisons de Westeros. Forgés pour la plupart durant le temps de l'ancienne Valyria et de ses gigantesques possessions, il n'est pas rare de voir comparer la valeur de certains de ces artefacts à celui d'un château tout entier, et au-delà de leur valeur fiduciaire, la nature magique et dangereuse de ces lames les transforme en un véritable avantage stratégique durant un combat. Dans la série, il est démontré par Jon Snow et son épée Grand Griffe que la nature ensorcelée de magie de feu d'une lame en acier valérien permet de tuer les morts, tout comme les marcheurs blancs, bien que toutefois dans les livres cet aspect de leur pouvoir est inconnu, et l'aspect principal de l'enchantement de ces épées repose dans leur capacité surnaturelle à couper quasiment n'importe quoi sans le moindre effort. De la maison royale des Targaryens aux bâtards de Château Noir, explorons ensemble la diversité et l'histoire de toutes les épées valériennes connues dans le lore du Trône de Fer, de Game of Thrones et d'House of the Dragon. Et croyez-moi, il y en a bien plus que ce que vous pensez. Feu Noir. Feu Noir est la légendaire épée bâtarde en acier valérien, autrefois brandie par Aegon le Conquérant. Elle est la plus célèbre des deux épées ancestrales de la maison Targaryen et a donné son nom à la maison Feu Noir. À la suite de la conquête, le roi Aegon Ier Targaryen utilisa Feu Noir pour tuer Corinne Volmark lors de l'invasion des îles de Fer. Pendant la première guerre de Dorne, Aegon tua le champion de la maison Toland avec Feu Noir, sans savoir qu'il s'agissait en réalité du fou de Spectremont. Bien qu'Aegon le Conquérant fût un grand guerrier avec Feu Noir, sa sœur, la reine Visenya Targaryen, craignait que l'épée ne soit pas suffisante pour protéger le nouveau roi du danger. Aegon fut convaincu de permettre la création de la garde royale en l'an 10 après la conquête. Aegon laissa son fils aîné, Aenys Targaryen, manier Feu Noir de temps en temps, mais le prince n'était qu'un épéiste moyen. Aegon le fit chevalier et son fils cadet Maegor Targaryen lors d'un tournoi à Vif's Edge en l'an 28 après la conquête en l'adoubant avec Feu Noir. Après la mort d'Aegon à Pendragon en l'an 37 après la conquête, le corps du roi fut brûlé sur un bûcher funéraire avec ses mains posées sur la garde de Feu Noir. Le prince Maegor récupéra alors Feu Noir du bûcher, qui était devenu plus sombre à cause des flammes, mais qui était resté autrement intact. Aegon le Conquérant fut succédé par le roi Aenys Targaryen premier du nom, mais celui-ci accorda Feu Noir à son frère cadet, plus martial, le prince Maegor Targaryen. Dès lors, Maegor ne brandit plus que Feu Noir et laissa son autre épée en acier valérien Noirceur à Pendragon. Lorsque Maegor refusa de renoncer à sa seconde épouse, Alice Herpivois, le prince polygame choisit l'exil à Pentos et refusa la demande d'Aenys de laisser Feu Noir derrière lui. Maegor vola à Pendragon pour réclamer la couronne après la mort d'Aenys en l'an 42, après la conquête. Lorsque le grand maître Gawain insista pour que le trône de fer revienne au fils d'Aenys, le prince Aegon, Maegor décapita Gawain avec Feu Noir. Maegor brandit Feu Noir lors de son procès des Sept contre les fils du guerrier, où il tua sœur Daemon Morrigan et sœur William le Vagabond. Plus tard, il utilisa Feu Noir pour tuer Myros lorsque le grand maître s'opposa à son mariage avec Tiana de Pentos, et à Villevieille, Maegor décapita 7 fils du guerrier qui refusaient de rejoindre la garde de nuit avec Feu Noir. Après que Tiana avoua avoir empoisonné les enfants des autres reines de Maegor, le roi utilisa Feu Noir pour lui arracher le cœur et le donner à ses chiens. Lorsque le royaume commença à s'unir contre Maegor le Cruel, la reine Rhaena Targaryen vola l'épée à Maegor pendant qu'il dormait au Donjon Rouge pour la donner à Jaehaerys, le fils survivant d'Aenys, qui avait revendiqué sa propre prétention à accalmie. Maegor fut finalement retrouvé mort sur le trône de fer. Le roi Jaehaerys Targaryen Ier du nom portait Feu Noir à sa ceinture. Il utilisa l'épée pour tuer personnellement le rebelle Boris Baratheon pendant la 3e guerre de Dorne, et Jaehaerys tua également Sir Braxton des Essaims lors du Nordalie par combat après que ce dernier eut séduit la fille du roi, la princesse Saera. La possession de Feu Noir par Aegon de Targaryen renforça sa légitimité contre sa rivale Rhaenyra Targaryen pendant la danse des dragons. Le roi Daeron Targaryen Ier du nom brandit également Feu Noir pendant sa conquête de Dorne et il fut finalement tué par les Dorniens avec l'épée en main. Bien qu'il soit inconnu à quel moment Feu Noir fut rendu aux Targaryens, elle était de retour au moins pendant le règne du roi Aegon IV. Cependant, selon Sir Ostas Osgrey, Feu Noir a été brandi par chaque roi Targaryen depuis la conquête d'Aegon, ce qui suggère que l'épée aurait pu être récupérée pendant les règnes de Baelor Targaryen ou de Viserys II du nom. En l'an 582, après la conquête, le roi Aegon IV choisit d'offrir Feu Noir à son fils bâtard Daemon, un guerrier né, au lieu de la donner à son fils légitime, l'intellectuel futur roi Daeron II. Sir Daemon
connu sous le nom de Waters, prit alors le nom de Feu Noir, fondant la maison Feu Noir. Cependant, certains pensaient que l'épée du conquérant symbolisait la monarchie, et ce cadeau fut l'une des graines qui menèrent à la rébellion. Daemon Feu Noir, premier du nom, brandit l'épée pendant la première rébellion Feu Noir en l'an 196 après la conquête, où il combattit dans un duel épique Sir Gawain Corbray de la garde royale à la bataille du champ d'Herbe Rouge, affrontant la lame valérienne de Gawain, Dame Affliction. Aemon Feu Noir brandit brièvement l'épée après que les crocs du corbeau eurent tué Daemon, mais Aemon fut également tué au combat. Le demi-frère de Daemon, Aegor Rivers, connu sous le nom d'Aigracier, tenta de rallier les rebelles avec Feu Noir en main, mais il se retira après avoir combattu un autre demi-frère, Brynden Rivers, surnommé Freux Sanglant. Avec Daemon et ses fils jumeaux morts au champ d'Herbe Rouge, Aigracier emporta Feu Noir en exil dans les cités libres, où il fonda finalement la Compagnie Dorée. Aegor refusa de donner l'épée valérienne à Daemon Feu Noir, deuxième du nom, pour la malheureuse seconde rébellion Feu Noir, et l'ordre Ambrose Burpuy douta du potentiel de Daemon en apprenant qu'il ne possédait pas Feu Noir. La possession de Feu Noir après Aigracier reste inconnue, bien que les maîtres considèrent que les prétendants Feu Noir prirent fin avec la mort de Mélisse le Monstrueux. Noirceur. Noirceur est l'autre célèbre épée longue en acier valérien. C'est l'une des deux épées ancestrales de la maison Targaryen, l'autre étant Feu Noir. Noirceur est en possession de la maison Targaryen depuis la conquête d'Aegon, et il est possible qu'elle ait été initialement forgée par une guerrière, car sa lame fine est conçue pour une main de femme. La reine Visenya Targaryen était experte dans l'usage de Noirceur, s'étant entraînée avec son jeune frère, le roi Aegon Ier, depuis l'enfance. Pendant la première guerre de Dorne, les Targaryens furent attaqués à plusieurs reprises par des assassins envoyés par Dorne. Une nuit à Port-Réal, Visenya fut attaquée et tua le dernier assassin avec Noirceur, après que deux de ses gardes du corps furent tués. Visenya brandit aussi son épée à 2 reprises pour défendre Aegon contre des assassins personnellement, dont une attaque en l'an 10 après la conquête. Quand Aegon déclara qu'il se sentait toujours suffisamment protégé par ses gardes, Visenya dégaina rapidement Noirceur et entailla la joue d'Aegon avant que ses défenseurs ne puissent réagir. Aegon confia alors à Visenya la tâche de créer la garde royale. Visenya offrit Noirceur à son fils de 13 ans, le prince Maegor Targaryen, en l'an 25 après la conquête. Lorsque son frère Aenys Ier devint roi en l'an 37, Maegor reçut Feu Noir. Depuis ce jour, il suspendit Noirceur au mur de ses appartements à Pendragon, tandis qu'il combattait avec Feu Noir. Après la mort de la reine douairière Visenya à Pendragon en l'an 47, l'autre reine douairière captive, Alyssa Velaryon, veuve d'Aenys, s'enfuit avec ses enfants Jaehaerys et Alysanne, emportant Noirceur des appartements de Visenya. En l'an 48, Jaehaerys brandit Noirceur lorsqu'il annonça sa revendication au trône de fer à Accalmie. Le prince devint roi après la mort de Maegor sur le trône. Le prince Belon Targaryen, l'un des fils du roi Jaehaerys, brandit également Noirceur en l'an 92 après la conquête pour venger la mort de son frère, le prince Aemon, tué par des exilés myriens qui avaient envahi et occupé l'île de Torse. Belon le Brave tua de nombreux myriens avec la lame. Le prince Daemon Targaryen reçut Noirceur du roi Jaehaerys Ier en récompense pour ses prouesses martiales. Sir Criston Cole vainquit Daemon lors du tournoi pour l'accession du roi Viserys Ier, faisant tomber Noirceur de la main du prince avec une masse d'armes. Daemon brandit Noirceur pendant sa guerre pour les degrés de pierre, l'utilisant pour décapiter Kragas Drahar en l'an 108, sachant que dans la série, il est carrément laissé entendre que Daemon aurait découpé le gaveur de crabe en 2 avec Noirceur. En l'an 115, après la conquête, il vainquit le fiancé bravien de Laena Velaryon en duel avec sa lame. L'épée fut perdue pendant la danse des dragons, puis retrouvée sous le règne suivant. Le prince Aemon Targaryen, dit le chevalier dragon, considéré comme l'un des meilleurs jouteurs et épéistes de son époque, fut jugé digne de brandir Noirceur. Brynden Rivers, connu sous le nom de Freux Sanglant, reçut finalement Noirceur, bien que son arme de prédilection fût un arc long en bois de baral. En l'an 205 après la conquête, un jeune Duncan le Grand vit l'ordre Freux Sanglant porter Noirceur à sa hanche alors qu'il chevauchait avec ses crocs du corbeau dans la rue de l'Acier. Selon une source semi-canonique, Brynden emporta Noirceur avec lui lorsqu'il rejoint la garde de nuit. Freux Sanglant devient le lord commandant de la garde de nuit en l'an 239, mais il disparut au-delà du mur en l'an 252. La localisation actuelle de l'épée est inconnue. Glace.
Glass est l'épée ancestrale de la maison Stark, une grande épée en acier valyrien à 2 mains. Glass est aussi large qu'une main d'homme et mesure environ 6 pieds de long, étant plus grande que Robb Stark adolescent et presque aussi grande que Sir Ilyn Payne. La lame est sombre et fumée, avec des ondulations profondes, caractéristiques de l'acier valyrien. Le nom Glass est hérité de l'âge des héros, bien qu'il prédate l'épée actuelle. Environ 400 ans avant le règne du roi Robert Baratheon, l'épée fut forgée à Valyria et acquise par la maison Stark qui la nomma d'après cet héritage. En l'an 50, Lord Walton Stark a utilisé Glass pour exécuter Sir Oliver Bracken qui s'était rebellé contre la garde de nuit. Lord Cregan Stark s'est également servi de Glass pour rendre la justice, mais je me dois de taire le nom des tués, qui constitue un spoil potentiel pour House of the Dragon. Lord Eddard Stark l'utilisait régulièrement pour rendre la justice lorsqu'il condamnait des hommes à la mort. Ned Stark utilise Glass pour tuer Garred, un déserteur de la garde de nuit, puis il nettoie sa lame dans le bois sacré de Winterfell. Plus tard, lorsque Lady, la louve de Sansa Stark, est condamnée à mort après l'attaque de Joffrey par Nymeria, Ned choisit d'exécuter Lady avec Glass lui-même. Après l'arrestation de Ned pour trahison à Port-Réal, Sir Ilyn Payne porte Glass dans un fourreau dans son dos. Joffrey ordonne à Ilyn de décapiter Ned avec Glass au grand septuaire de Baelor. Robb Stark, maintenant le roi du Nord, envoie Sir Cleos Frey comme émissaire pour réclamer Glass, mais Tyrion Lannister, main du roi par intérim, refuse de la rendre tant que Robb ne fait pas la paix avec le trône de fer. Pendant la bataille de la Nera, Sansa voit Ilyn Payne avec Glass et découvre qu'il est là pour les exécuter si Stannis Baratheon gagne la bataille. Tywin Lannister prend Glass et la fait reforger par Tobbo Mott en 2 épées en acier valyrien. L'une des nouvelles épées, Pleurs de Veuve, est offerte à Joffrey pour son mariage, tandis que l'autre, nommée plus tard Féal, est offerte à Jaime Lannister qui l'offre en retour à Brienne de Tarse. Pleurs de Veuve. Pleurs de Veuve est une épée en acier valyrien appartenant à la maison Baratheon Lannister de Port-Réal. La lame de Pleurs de Veuve présente des ondulations rouges et noires dans l'acier. Son fourreau est richement décoré d'or, de bois de cerisier et de cuir rouge, avec des têtes de lion décorées dont les yeux sont sertis de rubis. Une fois Glass fondue et reforgée, Pleurs de Veuve devient un cadeau pour Joffrey avant son mariage, remplaçant son épée précédente Déchire-Cœur. Joffrey adopte le nom de Pleurs de Veuve après l'avoir entendu dans la foule lors de son mariage. Il utilise l'épée pour détruire le livre Les vies de 4 rois, un cadeau de Tyrion Lannister. Après la mort de Joffrey, l'épée passe à son frère cadet Tommen Baratheon, mais elle est gardée au donjon rouge jusqu'à ce que le roi soit assez grand pour la manier. Féal. Féal est une épée longue en acier valyrien. L'une des 2 épées forgées à partir de la grande épée Glass d'Eddard Stark par l'armurier Tobbo Mott. Féal présente des ondulations sombres gris-noir et rouge à travers l'acier, avec un rouge presque aussi sombre que le gris. Son fourreau scintille d'or et est décoré de têtes de lion et de rubis, et le pommeau arbore une tête de lion dorée avec des yeux en rubis qui brillent comme des étoiles rouges. Tywin offre l'épée à son fils Sir Jaime Lannister. Cependant, Jaime, sentant que l'épée serait plus appropriée entre d'autres mains, la donne à Brienne de Tarse, lui confiant la mission de retrouver Sansa Stark et de la protéger. Et il nomme l'épée Féal. Jaime remarque l'ironie d'utiliser l'acier de Ned Stark pour protéger sa fille. Initialement réticente à manier l'épée, Brienne finit par utiliser Féal pour tuer des hommes dont Pig, Timéon et Rorge. Cependant, lorsqu'elle est capturée par la Fraternité sans bannière, Lady Cœur de Pierre, Catelyn Stark, donc ressuscitée, met en doute la loyauté de Brienne, suggérant que l'épée devrait plutôt s'appeler Féal en raison de son association avec la maison Lannister. Lady Cœur de Pierre exige que Brienne prouve sa loyauté en utilisant l'épée pour tuer Jaime. Brienne refuse, mais lorsqu'elle est sur le point d'être exécutée et en voyant ses amis mourir, elle crie épée, ce qui suggère qu'elle accepte de se soumettre à la demande de Cœur de Pierre. Grand Griff. Grand Griff est l'épée bâtarde ancestrale en acier valyrien de la maison Mormont. Grand Griff est une épée bâtarde ou une épée à 1 main et demie, ce qui suggère qu'elle est d'un bon demi-pied plus longue qu'une épée longue standard, effilée pour permettre de percer aussi bien que pour trancher. Elle comporte 3 gorges incisées dans la lame pour réduire le poids. Les ondulations dans l'acier sombre indiquent qu'il s'agit d'acier valyrien. Le pommeau représente une tête d'ours. Les Mormont portent Grand Griff depuis 500 ans. Lord Jeor Mormont a offert la lame à son fils Jorah Mormont.
lorsqu'il a rejoint la garde de nuit. Cependant, Lord Jorah a déshonoré la maison en vendant des braconniers à un esclavagiste, ce qui est interdit à Westeros. Mais il a cependant eu la décence de laisser l'épée derrière lui avant de fuir l'île aux ours. Sa tante, Lady Maege Mormont, a envoyé l'épée à son frère Jeor, alors Lord commandant de la garde de nuit, qu'il a mise de côté à Château Noir, car la vue de celle-ci lui rappelait la honte de son fils. En sauvant la vie du Lord commandant Mormont d'une attaque de mort à Château Noir, Jon Snow met le feu à la tour du Lord commandant, endommageant ainsi la garde de l'épée Grand Griffe, faisant fondre l'argent sur le pommeau en forme de tête d'ours, et brûlant la garde et la poignée. Après avoir retrouvé la lame dans les cendres de sa chambre, Jeor fait réparer l'épée par des frères de la garde de nuit. Le Lord commandant apporte l'épée à Donal Noy et Rudge à la forge. Alder aide Pat le moucheté de Viergetan à sculpter la pierre pour le pommeau, qui devient une tête de loup grondante en pierre pâle pour refléter l'héritage Stark de Jon. Samuel Tarly achète des grenats à la Maule afin que des éclats puissent être utilisés pour les yeux du loup. Le pommeau est également lesté de plomb pour améliorer l'équilibre. L'épée possède une poignée en cuir souple. Jor offre l'épée à Jon, qui note l'ironie qu'un bâtard manie une épée bâtarde. Les amis de Jon célèbrent après qu'il ait reçu la lame. Jon utilise Grand Griffe dans un combat contre les sauvageons, dans les Crogivres, et plus tard contre Corinne Mimin. Jon utilise également Grand Griffe lorsqu'il essaye de distancer les Tenn qui le pourchassent, et il manie également la lame pendant l'attaque de Château Noir. Jon, désormais Lord commandant de la garde de nuit, décapite Janos Slynt avec l'épée bâtarde pour insubordination. Corvenin. Corvenin est l'épée large en acier valérien à deux mains de la maison Tarly. Depuis 5 siècles, l'épée est un héritage de la maison Tarly, transmise de seigneur de Corcolline à son successeur. Sam le Sauvage a abattu des dizaines de Dorniens avec Corvenin lors de la chasse aux vautours. Le seigneur Randall Tarly a laissé son fils héritier Samuel Tarly tenir Corvenin à quelques reprises, mais le garçon avait peur de blesser ses sœurs avec. Randall a fini par renier son fils pacifique, forçant Sam à rejoindre la garde de nuit. Randall Tarly porte Corvenin dans l'armée de Renly Baratheon. Pendant son service au-delà du mur avec la garde de nuit, Samuel rêve d'un festin à Corcolline où il découpe un rôti avec Corvenin. Randall porte Corvenin en rétablissant l'ordre à Viergetan, et Victarion Greyjoy prévoit de s'emparer de Corvenin lorsqu'il anticipe une riposte de Randall Tarly à la prise des îles boucliers par les Fernets. Pour ce qui est de son apparence, les livres n'offrent pas une description particulière. Vigilance. Vigilance est une épée longue en acier valérien appartenant à la maison Hightower. La conception de sa pommelle renvoie au nom, à la place forte ainsi qu'à la couleur de ses seigneurs possesseurs. Ormund Hightower, seigneur du phare de Villevieille, a manié l'épée pendant la danse des dragons où il combattit pour le roi Aegon Targaryen II du nom. Après la bataille de l'Hydromel, il l'a utilisé pour adouber le prince d'Aeron Targaryen, son écuyer et le frère du roi, le surnommant Sir Daeron le Hardy, en raison de son rôle décisif dans la victoire grâce à son dragon Tessarion. Le seigneur Ormund a été tué par Roderick Dustin, seigneur de Tertrebourg, lors de la première bataille de Chutebourg. On ne sait pas ce qu'il est advenu de Vigilance par la suite. Rugissante. Rugissante était l'ancienne épée large en acier valérien appartenant à la maison Lannister. Rugissante est entrée en possession des rois du Roc, de la maison Lannister, environ un siècle avant le fléau de Valyria. On dit que l'or payé pour elle aurait pu suffire à lever une armée tout entière. Lancel Lannister, 4e du nom, aurait décapité le roi Ferné Harald le Demi-Noyé avec Rugissante, et il aurait manié cette épée contre Sir Wilbert Osgrey. Cependant, cela semble être une autre épée du même nom, puisque le contemporain de Lancel IV, le roi Gilles III Jardinier, vivait au moins un millénaire avant la conquête. Rugissante a été perdue un peu plus d'un siècle après son acquisition, lorsque le roi Tommen Lannister, 2e du nom, l'a emporté avec lui lors de son expédition vers Valyria, en ruine, avec l'intention de piller les richesses et les sorts qu'il était sûr d'y trouver. La flotte n'est jamais revenue, tout comme Tommen et Rugissante. Depuis lors, la maison Lannister cherche à la remplacer. Lord Tywin Lannister a tenté d'en acheter une auprès de maisons plus modestes et moins riches, mais ses offres ont toujours été rejetées. Gerion Lannister partit à la recherche de l'épée vers l'an 281 après la conquête, mais il ne revint jamais. Pluie pourpre. Pluie pourpre est une épée en acier valérien appartenant à la maison Fernet de Timbal. Sa lame est particulièrement imbibée d'or rouge, ce qui lui donne cette couleur si particulière. L'épée est entrée en possession de la maison Timbal lorsque Ilmar Timbal l'a prise à un chevalier en armure durant un raid, ne se servant que de son intelligence et d'une massue en bois. Depuis ce jour, il fut surnommé Ilmar le Rusé. Lors des états généraux de la royauté des îles de Fer, suivant la mort de Balon Greyjoy, Lord Dunstan Timbal dégaine et exhibe Pluie pourpre
pourpre dans le but de se faire élire, mais c'est finalement Euron Greyjoy qui l'emporte. Certains fans ont émis l'hypothèse que le chevalier auquel Ilmar a pris l'épée aurait pu appartenir à la maison Rain, dont les armoiries représentent un lion rouge et dont le siège ancestral Castamere a été détruite par les pluies symboliques, apportées en guise de représailles pour s'être rebellé par Tywin Lannister. Lamentation. Lamentation est une épée en acier valérienne réputée, appartenant à la maison Royce, qui étaient les rois d'une partie du Val avant l'invasion des Andals et l'instauration du royaume de la montagne et du ciel par la maison Arryn. Richement décorée, sa lame était aussi sombre que celle de feu noir et de noirceur, ainsi qu'elle était agrémentée de veines de bronze, rappelant l'origine et la réputation des Royce. Son manche était également parsemé des mêmes vieux symboles runiques qui font l'effigie du blason de cette vénérable famille. Attention, spoiler alerte pour la danse des dragons, donc si vous voulez pas être spoilé, passez directement au timestep suivant dans la vidéo. Sir William Royce a manié Lamentation pendant la danse des dragons. Il faisait partie des 7 chevaliers qui chevauchèrent pour secourir le prince Joffrey Velaryon lors de l'émeute à Port-Réal, mais fut tué lorsqu'un homme sauta d'un toit pour atterrir sur son dos. Lamentation fut arraché des mains de William et emporté pour ne jamais être retrouvé. Cependant, certaines rumeurs suggèrent que Sir Warwick Wheaton aurait tranché une aile de Syrax, le dragon, avec une épée en acier valérien, probablement Lamentation, lors de la prise de Fausse Dragon. Vérité. Vérité était une épée longue en acier valérien portée par Morando Rogar, un noble lycéen de la riche famille bancaire des Rogar, une importante maison valérienne qui vit son apogée lors des règnes qui suivirent l'aboutissement de la danse des dragons, et ont également réussi à obtenir un mariage royal entre le futur roi Viserys II et Lara Rogar, mère du roi Aegon IV. La maison Rogar régna brièvement sur la totalité de Lys en tant que dictateur à vie, avant de se faire chasser du pouvoir et de devenir une maison mineure. L'apparence générale ainsi que le destin de Vérité n'est pas connu, étant donné que l'épée ne s'est jamais trouvée à Westeros, mais a toujours été à Lys. Faiseur d'orphelins. Faiseur d'orphelin est une épée longue en acier valérienne noir, sans distinction particulière, appartenant à la maison Rockstone. Ici aussi, je vais devoir poser un spoiler alerte pour le reste de l'histoire de cette épée. Sir John Rockstone a marié Faiseur d'orphelin pendant la guerre civile targaryenne connue sous le nom de la danse des dragons, en combattant pour le roi Aegon Targaryen II du nom. Et les vers. Lors de la bataille de l'Hydromel en 130 après la conquête, il l'a utilisé pour infliger une blessure mortelle au seigneur Owen Costain. John a adoubé Titus Pique après la bataille pour sa bravoure, et il a probablement utilisé Faiseur d'orphelin lors de la cérémonie. Plus tard dans l'année, John a utilisé Faiseur d'orphelin pour fendre en deux Lord Footly à la suite de la première bataille de Chutebourg, et Hugues Marteau lors de la deuxième bataille. John a été immédiatement tué par les hommes d'Hugues en représailles, cependant. L'épée est ensuite tombée entre les mains d'un autre commandant vert, le père défunt de Sir Titus, Lord Unwin Pique. Lorsque Pique est devenu main du roi pendant la régence du jeune roi Aegon III Targaryen, en l'an 133 après la conquête, il a dégainé Faiseur d'orphelin, déclarant que contrairement à l'ancienne main, l'aveugle et infirme Sir Tywin Lannister, il pouvait encore manier une épée. L'emplacement actuel de l'épée est inconnu. Dame Affliction. Dame Affliction est l'épée longue ancestrale de la maison Corbray, et elle est faite d'acier valérien. Dame Affliction est traditionnellement transmise du seigneur de Cordial à son successeur, bien qu'il y eut des cas où le seigneur prête l'épée à un des fils ou à un frère pendant leur vie, et Dame Affliction est ensuite retournée au seigneur. Dame Affliction possède un rubis en forme de cœur dans son pommeau. La lame en acier valérien a une apparence gris fumé. Le nom Dame Affliction est un héritage de l'arrivée des Andals et précède l'épée actuelle. Robert Royce II du nom, le haut roi des premiers hommes de la vallée, a revendiqué la première Dame Affliction après avoir tué Quil Corbray, le roi des doigts et un chef Andal. Robert a manié Dame Affliction lors de la bataille des 7 étoiles, l'utilisant pour tuer Torglod Tolette et un leurre déguisé de Sir Artis Arryn. Les Corbray affirment que Sir Jaime Corbray a tué Robert lors de cette bataille, leur permettant de récupérer la première Dame Affliction. À un moment donné, les Corbray ont acquis une épée en acier valérien qu'ils ont nommée Dame Affliction en l'honneur de l'ancienne épée. Lord Karl Corbray a utilisé cette nouvelle lame pour tuer Sir Davos Sombrelin de la garde royale lors de la bataille sous l'œil Dieu en l'an 43. Karl a menacé Lord Rogar Baratheon avec Dame Affliction lorsque Rogar a suggéré de remplacer le roi Jaehaerys Targaryen par la princesse Aera Targaryen en l'an 50. Sir Corwin Corbray, le frère du Lord Léowyn Corbray, a manié Dame Affliction pendant la danse des dragons. Corwin, l'un des régents d'Aegon III, a été tué par un arbalétrier à Rochorune
après avoir dégainé Dame Affliction contre Lord Gunther Royce en l'an 134. Au moment de la première rébellion des Feux Noirs, Dame Affliction est maniée par Sir Gawain Corbray de la Garde Royale. En 196, après la conquête, lors de la bataille d'Herbe Rouge, Gawain a combattu Daemon Feu Noir en combat singulier qui lui portait l'épée Feu Noir. Finalement, après près d'une heure de combat, Daemon a vaincu Gawain. Un autre Lord Corbray a manié Dame Affliction lors de la bataille du Trident en 283. Lorsqu'il a été blessé, son fils cadet Sir Lyn a pris l'épée et tua l'homme qui avait blessé son père. Lyn a ensuite mené la charge contre les Dorniens et tué le prince Lewin Martell de la Garde Royale. En raison de cet exploit, lorsque leur père est mort, l'épée a été laissée à Lyn plutôt qu'à son frère aîné Lionel. Lors de la réunion de Lord Peter Baelish avec les lords déclarants Osirier, Sir Lyn Corbray menace Sir Luthor Brune avec Dame Affliction. Peter utilise cette agression pour demander des concessions aux lords déclarants. Après leur départ, Peter informe Sansa Stark que Lyn travaille secrètement en son nom. Crépuscule. Crépuscule est une épée longue en acier valérien appartenant à la maison Arlois. L'épée légendaire est actuellement maniée par Sir Arras Arlois. Sa lame est supportée par un pommeau en pierre de lune. Dalton Greyjoy a pris Crépuscule à un corsaire mort, probablement Essoci, à l'époque du règne de Viserys Ier. On ne sait pas encore comment l'épée est passée à la maison Arlois, mais à l'époque du Trône de Fer, elle n'appartenait plus aux Greyjoy. Lors de la prise des boucliers, Sir Arlas Arlois, propriétaire de Crépuscule, a vaincu 7 challengers à l'extérieur de Grimstone. L'épée est toujours en possession de Sir Arlas, bien que l'on ne sait pas comment celle-ci dévolue dans la maison Arlois. La dague d'Aegon. La dague en acier valérien d'Aegon le Conquérant a son origine dans l'ancienne Valyria, bien que son histoire précise avant d'entrer en possession d'Enar Targaryen soit inconnue. Enar et sa famille étaient les seuls seigneurs dragons à avoir survécu au fléau de Valyria, ayant quitté le continent pour s'installer sur l'île de Père-Dragon 12 ans avant. Au cours du siècle qui a suivi le fléau, la dague a été transmise à travers les générations et les descendants d'Enar jusqu'à Aegon le Conquérant. Avant la conquête d'Aegon, ce dernier a fait un rêve prophétique dans lequel il prévoyait le retour des Marcheurs Blancs et de la Grande Guerre. Aegon a interprété le rêve comme indiquant qu'un Targaryen devait régner sur un Westeros unifié pour contrer cette menace. Après avoir réalisé que la menace n'arriverait pas de son vivant, il a fait inciser sa prophétie dans la lame par les derniers pyromanciens valériens, seulement révélés sous une chaleur extrême. De mon sang viendra le prince qui fut promis, et sa chanson sera la ballade de glace et de feu. Dans Game of Thrones, la dague est d'abord en possession de Peter Baelish, son importance historique ainsi que son appartenance à la maison Targaryen, semblant avoir été oubliée à travers les âges. Littlefinger se sert d'abord de cette dague pour envoyer un assassin qui l'a brandi sur Bran Stark, afin de déclencher une guerre entre les Stark et les Lannister, ce qui finit par arriver. Ned Stark garde la dague jusqu'à ce que celui-ci ait trahi, et où Littlefinger la récupère à nouveau. Plus tard, il essaye de la donner à Bran, mais celui-ci la donne à Arya qui finit par s'en servir pour tuer le roi de la nuit. Dans House of the Dragon, la dague appartient tout d'abord au roi Viserys Ier, qui nous fait découvrir le vrai destin de cette lame, avant qu'Aegon II ne s'en empare à sa mort pour accentuer les apparats de sa légitimité. Cependant, après la trahison de son frère Aemond qui ouvre le feu sur Aegon à la bataille du repos des Freux, celui-ci s'empare de la dague en même temps que de Feu Noir. La dague est donc actuellement en sa possession à la fin de la saison 2, sans qu'il ne se doute de la prophétie qu'elle renferme. Écume. Écume est le sabre en acier valérien ancestral semi-canon de la maison Velaryon, probablement acquéri par Corlys Velaryon pendant l'un de ses 9 voyages sur les 14 océans du monde connu. Écume varie des autres épées valériennes de par le fait qu'il s'agisse plus d'un sabre d'abordage que d'une réelle épée bâtarde ou traditionnelle comme on en trouve partout à Westeros. L'on ne sait pas si Corlys a obtenu cette épée par voie de marchandage dans les cités libres, par le combat face à des pirates dans la mer de Jade, ou tout simplement si lors de ses voyages lui a payé un tel artefact. Cependant, il est sûr que son apparence ainsi que la couleur pâle de sa lame, rappelant l'écume et justifiant son nom, renvoie immédiatement aux origines maritimes de la maison valérienne, ainsi qu'à leur aptitude en tant que corsaire. Le statut d'écume est inconnu et l'on ne sait pas si elle a survécu à la danse des dragons, compte tenu du déclin progressif que subit la maison Velaryon, bien qu'elle soit factuellement encore existante à l'époque de la série principale. Pinceur / Calamité. Pinceur ou Calamité est la légendaire et unique hache en acier valérien, dont la rumeur populaire attribue la possession à la maison Celtigar,
en tant que son arme ancestrale passée de génération en génération. Maison discrète et à l'histoire volatile au sein des 7 couronnes, la maison Celtigar est une ancienne maison valérienne directement vassalisée par la maison Targaryen depuis l'époque de l'ancienne Valyria. Bien qu'à l'échelle de Westeros, l'impact de leur maison fut moindre, même s'ils comptent à leur actif 2 mains du roi et quelques membres connus du conseil restreint, officiels comme officieux, la maison Celtigar a réussi à amasser une grande richesse au fur et à mesure des siècles. Le château des Celtigar est réputé abriter de fabuleux trésors, témoignant de leur immense richesse. Parmi les possessions de Lord Ardrian Celtigar, on trouve des tapis de myrrhe, du verre volantin, des pièces d'or et d'argent, des coupes serties de bijoux, de magnifiques faucons, un aigle de mer dressé, une hache en acier valérien, des coffres remplis de rubis, un corps qui serait capable d'invoquer des kraken des profondeurs marines, ainsi que de nombreux vins de grande qualité. Pinceur/calamité reste donc principalement convoité et entouré de mystères, étant donné qu'il est facile de théoriser que l'usage supposé de cette hache en acier valérien légendaire repousse plus sur un atour de stature de la maison Celtigar, plutôt que comme une véritable arme à amener et à risquer de perdre au combat. Ombre est le nom supposé de l'épée recourbée en acier valérien que manie Sadok l'Ombre. Étant donné que l'on ne connaît quasiment rien de cette épée hormis son existence, il est alors plus approprié de raconter l'histoire de son manieur en tandem. Sadok l'Ombre était un ancien combattant d'arène au service de Lady Lara de Lys et de la maison Regard durant le règne du roi Aegon III Targaryen. Sadok mesurait plus de 7 pieds de haut, avec la peau et les cheveux noirs. Son visage était horriblement défiguré, marqué de nombreuses fines cicatrices blanches, et il avait perdu ses lèvres et sa langue. Il cachait souvent ses mutilations sous un voile de soie noire. Sadok l'Ombre était également analphabète, et sa mutilation l'empêchait de communiquer des messages complexes. Malgré son apparence menaçante, ce géant muet était en réalité un musicien talentueux, jouant délicatement de douces mélodies tristes sur un instrument à cordes fait de bois d'ébène et de cœur doré. Sadok maniait une grande épée courbée en acier valérien avec une garde en os de dragon, ainsi qu'un grand bouclier noir fait de bois de nuit, de cuir bouilli et de fer. L'histoire de Sadok avant son service auprès de la maison Regard est incertaine, mais on dit qu'il avait été un combattant d'arène vétéran à Myrine avec 100 victoires à son actif. En 135, lors du complot contre la famille Regard pendant le printemps lycéen, Sadok l'Ombre protégea le mari de sa maîtresse, le prince Viserys, ainsi que son frère le roi Aegon III, de sœurs amoripiques de la garde royale et d'une douzaine de gardes, les tuant tous sur le pont-levis de la citadelle de Mégor. Cela marqua le début d'un siège de 18 jours avant que le complot ne soit déjoué. Sadok, accompagné de plusieurs manteaux blancs, se tenait aux côtés du roi Aegon III lors de son 16e anniversaire, lorsqu'il entra dans la salle du conseil restreint. Sa présence intimida la main du roi et les régents alors que le roi les renvoyait de leurs fonctions. Aube. Aube est la célèbre épée ancestrale de la maison Dayne, dont le porteur reçoit le titre de l'épée du matin. Aube n'est pas une lame en acier valérien. Toutefois, de par ses origines mystiques et ancestrales, il est souvent théorisé au sein de la communauté que les effets de sa lame légendaire, qui pourrait être reliée à la première longue nuit, auraient les mêmes effets magiques qu'une lame en acier valérien, voire même qu'elle serait supérieure. Aube est une grande épée. Sa lame est aussi pâle que du verre laiteux, contrairement à l'acier valérien généralement sombre, mais elle est similaire en termes de résistance et de tranchant. Selon la légende, elle a été forgée à partir du cœur d'une étoile tombée, probablement donc de fer météoritique. Les armoiries de la maison Dayne représentent l'épée blanche et une étoile filante. Contrairement aux autres maisons qui transmettent leur épée ancestrale de seigneur en héritier, la maison Dayne ne confie Aube qu'à un chevalier jugé digne de la manier, et le titre de l'épée du matin est envié dans tout le royaume des 7 couronnes. D'après la légende, le fondateur de la maison Dayne suivit la trace d'une étoile filante jusqu'à une île à l'embouchure du Torrentine. Il y découvrit une pierre dotée de pouvoirs magiques et le château des météores fut construit à cet endroit. La grande épée Aube fut forgée à partir du cœur de cette étoile tombée et elle a peut-être été maniée par les membres de la maison Dayne depuis plus de 10 000 ans. Le dernier porteur connu d'Aube était Sir Arthur Dayne, l'épée du matin, un noble manteau blanc de la garde royale sous Aerys II Targaryen. Le chevalier souriant de la fraternité du bois du roi tenta de s'emparer d'Aube par le combat, mais le chevalier brigand fut tué par l'épée du matin. Arthur accorda le titre de chevalier à Jaime Lannister après la bataille avec Aube. Lorsqu'Arthur tapota l'épée du jeune homme avec Aube, la lame traversa la tunique de Jaime et le fit saigner. Après la mort d'Arthur au combat à la Tour de la Joie, durant la rébellion de Robert, que l'on voit dans la série, Lord Eddard Stark se rendit au Météore pour
pour remettre aube à la sœur d'Arthur, Ashara Dane, avec qui il aurait pu avoir une idylle lors du tournoi à Harrenhal avant qu'elle ne se jette de la plus haute tour, se suicidant endeuillée. Voilà, nous avons donc passé en revue toutes les épées en acier valérienne du lore du Trône de Fer. Si ce type de contenu vous intéresse et que vous aimeriez en voir plus, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas également à nous dire en commentaire laquelle de ces épées vous a le plus fasciné. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace!